Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un matin aux aurores, peu après que K.U. eut repêché la pierre, un jeune homme faisait son jogging sur la plage de Wainu, proche de Wangara, lorsqu'il remarqua une grande perturbation sur la mer. C'est comme si l'horizon était soudain devenu tout bosselé, dit-il, pour tenter de décrire le phénomène, et les bosses s'approchaient du rivage en une masse compacte. Le jogger s'aperçut alors qu'il assistait à l'avancée d'un énorme banc de baleines. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas beaucoup lu dans ma vie de romans maoris. Le seul, à ma connaissance, traduit, on parlera de traduction tout à l'heure, de Witi Imaera, Au vent des îles, s'appelle La baleine tatouée. Et c'est de baleines dont nous allons parler aujourd'hui, des histoires de baleines qui vont nous rassembler. Et je suis très heureux de vous présenter, mais a-t-il besoin d'être présenté, Michel Pastoureau, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, qui a amené toutes les couleurs du Moyen-Âge dans notre imagier, dans notre imaginaire. La dernière, c'est Le Blanc, paru aux éditions du Seuil, et qui prépare, je crois, un livre sur la baleine, du blanc à la baleine. D'une certaine manière, il suffit de suivre la pente de l'imaginaire. Il nous en parlera, évidemment, du point de vue de l'imaginaire, parce que de Jonas à Moby Dick, ce qu'on a appelé très longtemps le gros poisson, ou le poisson des rois, a nourri un imaginaire tantôt effrayé et aujourd'hui enfantin et placide. Romain Granchet, à ma droite, lui est chargé de recherche au CNRS, travaille à Framespa, à Toulouse, et est un spécialiste de la pêche des espaces maritimes, des travailleurs de la mer au XVIIe et XVIIIe siècle. Et pour lui, la baleine, ce n'est pas seulement un personnage imaginaire, c'est bien à travers la question des baleiniers, à travers la question de la surexploitation, à travers la question de la pêche, au fond, toute une histoire environnementale qui s'ouvre. Nous devions avoir avec nous Mélisse de Kerangal. Malheureusement, elle est souffrante, elle ne peut pas être là aujourd'hui. Et je remercie très sincèrement Cécile Déniard de non pas la remplacer, non pas parler pour elle ou au lieu d'elle, mais faire entendre une voix littéraire. Mélisse de Kerangal devait parler évidemment de Moby Dick, mais aussi d'autres choses. Cécile Déniard est traductrice, elle défend la cause des livres et des auteurs, elle est présidente de la SOFIA, et elle a traduit une cinquantaine de livres de l'anglais, dernièrement aux éditions du Seuil, le livre de Neil Price, Les enfants du frêne et de l'orme sur le monde viking. Et les vikings avaient affaire avec la baleine. Je commencerai par... j'ai demandé à chacune et chacun d'entre vous, alors désolé Cécile, Mélisse avait choisi une image, ça ne sera pas tout à fait la vôtre, j'ai demandé pour ce premier tour de table, de partir chacune et chacun d'une image. Alors la mienne, c'est celle d'avant. C'est celle d'avant. La mienne, c'est celle d'avant. Celle-là, voilà. Celle, justement, pour montrer que nous allons évidemment parler d'histoire, mais depuis le présent, nous ne faisons que ça, au rendez-vous de l'histoire de Blois. Nous allons effectivement chercher le passé dans le fond des mers de nos hantises. Et vous voyez, ça c'est un schéma océanographique qui dit quelque chose d'important pour moi. Je ne le commente pas totalement, mais vous avez du phytoplancton qui est entre deux eaux à la surface des océans, qui est d'une certaine manière aujourd'hui, il faut le savoir, le principal puits de carbone. Le phytoplancton aujourd'hui représente
capte l'équivalent de 17 000 milliards d'arbres, c'est-à-dire 4 fois la forêt amazonienne. Et évidemment, le phytoplancton, il y a une sorte de cycle que vous voyez ici, il est nourri par les baleines, notamment dont les excréments flottent dans l'eau et sont très riches en fer et en azote, et ils nourrissent les baleines. Et lorsque les baleines meurent, elles tombent au fond de l'océan, et avec elles tombe l'équivalent d'un puits de carbone de 33 tonnes de carbone. Pour donner une mesure, un arbre, c'est quelque chose comme 48 kilos. Et donc, ça veut dire que les baleines, eh bien, elles participent de manière non négligeable à l'équilibre atmosphérique de notre Terre, et que si on veut effectivement efficacement lutter contre le réchauffement climatique et décarboner l'énergie, eh bien, il est beaucoup plus facile d'arrêter l'extinction des baleines que planter les arbres. Donc il y a un enjeu environnemental, non seulement du point de vue de la biodiversité, mais du point de vue, je dirais, de l'environnement. On parlera d'histoire de l'environnement, à parler des baleines au rendez-vous de l'histoire de Blois. Voilà pourquoi il me semble que même si on va s'amuser ensemble, même si on va parler effectivement des baleines imaginaires, eh bien, c'est un sujet éminemment sérieux comme tout ce que vous faites. D'ailleurs, Michel Pastoureau, vous, votre image, commence à en étonner, c'est une image médiévale. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, j'ai choisi une image tirée d'un bestiaire, c'est-à-dire d'un livre de bêtes, écrit en latin et copié et peint en Angleterre au début du XIIIe siècle. Dans ces bestiaires médiévaux, il y a toujours un chapitre sur la baleine, souvent même un chapitre développé par rapport à d'autres animaux. Elle est rangée dans la catégorie des poissons, d'où cette espèce d'aspect pisciforme qu'on lui a donné dans cette image. Des images comme cela, d'ailleurs, nous en avons beaucoup. L'image de baleine dans Bestiaire et Encyclopédie, c'est récurrent. On peut d'ailleurs souligner que le Moyen-Âge nous a laissé beaucoup de représentations de baleines par rapport à l'Antiquité gréco-romaine, qui nous en a laissé assez peu. Donc bien avant la gravure et l'imprimerie, on parle et on représente les baleines, du moins en Europe occidentale. Et alors sur cette image, on voit cet énorme poisson avec écailles qui est une baleine, et par-dessus on voit un vaisseau. C'est une tradition qui est rapportée par de très nombreux textes. La baleine a l'habitude de se chauffer le dos au soleil. Les marins prennent ce dos pour une île. Ils y accostent, ils débarquent, ils s'y installent, ils font du feu pour se réchauffer. Parfois, ils restent plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ils plantent des graines pour faire pousser des végétaux. Et à un moment, la baleine se révolte et d'un coup dorsal ou de queue, elle plonge au fond des eaux. Et naturellement, les marins sont engloutis avec elle. C'est une histoire qu'on trouve déjà chez les auteurs antiques, chez Élien, chez Solin, chez Pline surtout. Les auteurs du Moyen-Âge ont conclu que la baleine est très très méchante, très rusée, que c'est l'image du diable. Elle est totalement négative dans la symbolique animale des sociétés anciennes et surtout des sociétés médiévales. Mais en même temps, elle fascine par son énormité, par le fait qu'on la connaît mal. Le lexique qui la désigne est relativement instable. En latin, on a plusieurs mots. On a balena, on a quetus et on a fuseter, le souffleur, mot à mot. Quelquefois, on souligne que quetus, c'est le mâle de balena. Quelquefois, au contraire, balena est le collectif et quetus est un des animaux qu'on range dans la catégorie baleine. Bref, le lexique est très instable et c'est pratiquement impossible de projeter nos catégories actuelles
qui ne seront pas les catégories de demain, sur les savoirs du passé. C'est un problème que rencontre constamment l'historien des animaux ou l'historien des végétaux, et un problème qui, moi, qui travaille sur ces questions depuis un demi-siècle, qui m'occupe beaucoup, mais auquel je n'ai pas tellement de solution. Quand on est historien des savoirs anciens, que faire de nos savoirs d'aujourd'hui? Est-ce que c'est utile de connaître le discours des zoologues et des cétologues, ici les plus savants de notre temps, pour comprendre les textes et les savoirs de l'Antiquité ou du Moyen-Âge? Tantôt je pense que oui, tantôt je pense que non. On pourra en débattre tout à l'heure. Et ce d'autant plus que nos savoirs d'aujourd'hui sont les savoirs anciens de demain. On pourra évidemment les contester. Donc on va faire comment, Michel Pastoureau? On va considérer quoi comme baleine? Donc cétacés, tous les cétacés? Est-ce qu'on prend aussi les cachalots? C'est ça, il faut garder à l'esprit que nos savoirs d'aujourd'hui ne sont pas du tout des vérités, mais seulement des étapes dans l'histoire des savoirs, et que dans 2, 3, 4 siècles, nos successeurs souriront de ce que nous racontons en 2021 ou 2022 maintenant, peut-être même riront-ils aux larmes devant ce que nous racontons. Donc, manions avec précaution les catégories qui sont les nôtres, mais utilisons-les quand même comme outils épistémologiques. Est-ce que la notion de cétacé est pertinente quand on est historien des sociétés anciennes? Je crois que la notion de baleine est plus pertinente, au moins jusqu'au XVIIe siècle, parce que c'est le collectif le plus fréquent, et on range les autres animaux sous ce collectif. Donc, si on veut parler du cachalot, ça n'est qu'une baleine d'un type particulier, parfois présentée comme le mâle de la baleine. La notion de mammifère n'existe pas dans les sociétés anciennes, même si Aristote a posé quelques jalons. C'est une notion qui émerge lentement au XVIIIe siècle. Dans les sociétés anciennes, quand on classe les animaux, il y a toujours 5 catégories. Il y a les quadrupèdes, il y a les oiseaux, il y a les poissons, il y a les vers, qui est une catégorie assez large, tout ce qui rampe sur terre. Et puis, il y a les serpents. Donc, ça fait 5 catégories. Dans les vers, on ajoute tout ce qui relève du monde de la vermine. Et quelquefois, dans certains livres, dans les bestiaires notamment, on ajoute les monstres. La baleine n'est pas un monstre. Pour les savoirs anciens, un monstre, c'est un animal qui est à cheval sur plusieurs de ces catégories que je viens d'énumérer. Donc, le dragon, par exemple, qui a un corps de quadrupède, une queue de serpent et des ailes de chauve-souris, c'est un monstre parce qu'il est à cheval sur 3 catégories. Mais la baleine ne l'est pas. La licorne, qui est totalement composite, n'est pas un monstre parce qu'elle emprunte toutes ses parties uniquement aux quadrupèdes. C'est ça. Vous aimez beaucoup les procès d'animaux, Michel Pastoureau. Il y a eu un procès à New York en 1818 pour savoir si la baleine était un poisson. C'est un livre de Graham Burnett qui en décrit l'intrigue. La vie des idées en a rendu compte, et c'est intéressant parce que en fait c'est une controverse pour savoir s'ils doivent être soumis ou non à une taxe sur l'huile. Et donc je me tourne vers vous, Romain Granchet. Vous êtes, je l'ai dit, historien des périodes modernes. Alors c'est à ce moment-là que se fixent les catégories, nos catégories naturalistes. Mais vous avez envie, et c'est la deuxième image, celle que vous allez commenter à présent, vous avez envie de nous parler non pas des baleines et de la manière dont on les définit à l'époque moderne, naturaliste, mais des baleiniers, c'est-à-dire la façon dont on exploite et on surexploite en fait cette pêche que certains veulent miraculeuse. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que moi, en préparant
la conférence, je me suis longuement demandé pourquoi Patrick Boucheron avait parlé d'histoire de la baleine, alors que dans le résumé, il était question de Moby Dick, et on sait que Moby Dick n'est pas une baleine et un cachalot. Donc je suis parti du principe qu'on parlerait de baleine, mais aussi de cachalot et de rorqual, et pourquoi pas de marsouin et de dauphin, qu'on pourrait étendre aux cétacés. Moi, j'ai choisi cette peinture du peintre Louis Garneret, qui représente une scène de chasse à la baleine dans les mers du Sud, dans les années 1820-1830, parce que je voulais partir un peu du concret. Moi, je vais plutôt parler à partir de mon champ de recherche, qui est l'histoire environnementale, l'histoire de l'exploitation de la mer, et donc de la baleine comme ressource. Et donc, avant d'en venir à cette description, je voulais faire un tout petit point de cadrage, de remise en perspective historique sur la manière dont, au fil des temps, on a exploité la baleine. Et je voudrais évoquer 4 grandes formes d'exploitation des cétacés qui se sont succédées au fil du temps. Et je dis succédés, mais il ne faut pas le prendre de façon trop linéaire non plus. Évidemment qu'il y a eu des chevauchements. C'est un peu comme l'histoire de l'énergie, par exemple, dont parlait Patrick Boucheron tout à l'heure. On ne passe pas du bois, puis au charbon, puis au pétrole. C'est plutôt un phénomène d'addition, de manière d'exploiter, de ressources qui se cumulent. Et en l'occurrence, la première forme historique d'exploitation des cétacés, c'est une exploitation un peu opportuniste. C'est quand une baleine s'échoue sur le rivage. C'est considéré comme une sorte d'aubaine par les sociétés riveraines qui vont pouvoir accéder à cette ressource, qui est vraiment une mine de matières premières, si on prend en considération la viande que ça représente, donc des protéines, mais aussi les fanons qui vont servir à fabriquer des objets, et la graisse qu'on va pouvoir transformer en huile. Et donc ça, c'est cette première forme historique. Et c'est une manière d'accéder aux baleines qui s'est maintenue dans le temps. Et par exemple, en 1917, un rorqual s'échoue sur la plage de Bidart dans les Pyrénées Atlantiques. Et donc, bon, on est pendant la guerre, donc c'est un contexte particulier, mais le réflexe immédiat des riverains, c'est de commencer à dépecer l'animal pour en tirer des ressources. Donc ça, c'est la première forme. La deuxième forme qui va rapidement se développer, enfin je dis rapidement, à partir du Xe siècle, on en a les premières formes, c'est ce qu'on appelle la chasse d'échouage, où donc c'est une forme qui se développe notamment en Scandinavie, on en a aussi des traces en Normandie, et qui va consister, alors pas encore à aller attaquer la baleine avec un harpon, mais à guetter les baleines qui passent auprès des côtes, parce qu'on a une époque où il y a encore beaucoup de baleines qui passent auprès des côtes. Enfin, il faut faire un effort d'imagination pour se représenter la faune telle qu'elle pouvait exister il y a encore 10 siècles avant qu'on l'ait largement surexploitée. Et donc ces riverains guettaient les bancs de baleines, et quand ou de marsouins plus également, et quand ils en voyaient, ils allaient dans des embarcations pour les effrayer et essayer de les rabattre vers le rivage pour pouvoir les achever. Au XIe siècle, il y a une sorte de révolution qui se produit dans le Pays basque. La chasse à la baleine, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment des grandes nations qui se succèdent. Et la première nation baleinière, c'est vraiment les Basques qui, eux, vont se mettre pas simplement à attendre les baleines, mais à aller vraiment les chercher, les traquer en mer, et qui vont développer pour cela une technique qui va se maintenir jusqu'au XIXe siècle, qui est la technique du harpon relié par une ligne à une embarcation. Dans un premier temps, les Basques vont développer essentiellement une chasse qui va rester côtière. Pourquoi ? Parce que non seulement ils vont se contenter d'exploiter des baleines qui migrent à proximité des côtes, ils ne vont pas aller en haute mer, et puis ces baleines qu'ils vont aller tuer au harpon à proximité de la côte, ils vont ensuite les tracter jusqu'au rivage pour les dépecer, les transformer, notamment en huile, directement sur le rivage. Donc c'est une forme d'organisation qui reste dépendante de la proximité de la côte. La vraie révolution de la chasse à la baleine, elle a lieu au XVIIe siècle, dans les années 1730, quand encore un Basque, le capitaine Soupit ou Sopit, invente le procédé de la fonte de la graisse de baleine à bord des bateaux. Et à partir de ce moment-là, on va commencer à s'émanciper du rivage, et là on va pouvoir aller chasser les baleines sur tous les océans et les poursuivre, sur tous les océans. Juste pour préciser, cette invention, c'est une réponse technique en fait à une contrainte géopolitique. À ce moment-là, les Basques essayent de chasser la baleine dans les eaux du Spitzberg, et au XVIIe siècle, une nouvelle nation baleinière émerge, c'est les Hollandais,
qui vont, pour empêcher leurs concurrents anglais, basques, d'accéder aux ressources très riches du Spitzberg, vont monopoliser les rivages et empêcher ces autres nations de s'y installer pour dépecer leurs baleines. Et donc, fondre les baleines à bord, ça permet de ne pas avoir besoin de stations sur le rivage du Spitzberg, et ça permet donc aux Basques et aux Anglais de continuer à exploiter leurs ressources en dépit de la domination hollandaise. Voilà, donc j'en viens à mon illustration ici que j'ai choisie parce que Melville, dans Moby Dick, il est assez ironique, assez sévère à l'égard de tous les savants, les peintres qui ont voulu représenter la baleine, alors que ce ne sont pas des acteurs du métier. Mais il tient en haute estime Garneret, qui de fait est quelqu'un qui a une vraie expérience de la mer. Il n'a jamais chassé la baleine, mais il a été marin, il a été corsaire, il a été prisonnier pendant une dizaine d'années sur les pontons britanniques au début du XIXe siècle. Et au retour de la paix, sous la Restauration, il devient peintre de marine. Et donc il a notamment fait toute une série de vues des ports de France, mais aussi des scènes de pêche et des scènes de chasse à la baleine. Et cette scène, elle est intéressante parce que sur une même vue, il a représenté trois moments très caractéristiques de la chasse à la baleine. D'un point de vue esthétique, déjà, il y a un contraste assez saisissant entre l'agitation du premier plan et puis le calme qui semble régner au second. Et donc, ce qui attrape aussitôt l'œil du spectateur, c'est cette scène au premier plan où on voit l'équipage d'une baleinière avec ses rameurs, son timonier à l'arrière et son harponneur à l'avant, au plein milieu d'une attaque d'une baleine. Alors, comme on le voit au sang qui s'échappe par l'évent de la baleine a déjà été harponnée, et là, le harponneur est en fait équipé d'une lance pour l'achever. Au second plan, on voit une seconde scène caractéristique et qui là rejoint ce que je vous disais par rapport à cette question de la fonte à bord du gras des baleines. C'est qu'on voit que, alors je ne sais pas si vous la distinguez bien, mais qu'une baleine est attachée sur le bord du bateau et qu'elle est en train d'être pelée un peu comme une orange. On enlève la peau, le gras au fur et à mesure pour ensuite le transformer à bord du bateau. On voit aussi que sur ce bateau, donc, il y a une autre baleinière de rechange qui est stockée sur le pont. Et puis sur la droite, on voit qu'il y a une troisième baleinière qui vient d'ailleurs de tuer une baleine qui flotte. Ah oui, c'est quelque chose de très important à préciser, mais c'est très pratique. La baleine flotte et ne coule pas. Et on aura sans doute l'occasion d'en reparler parce que c'est assez important. Et donc ça, c'est une deuxième scène. Et donc là, on a vraiment tout le processus de transformation de la baleine depuis le moment où on la capture jusqu'au moment où on la réduit en huile. Et la troisième scène, qui est un peu plus discrète, c'est vous distinguez ce bateau au niveau de la poupe du premier navire. Et là, en tout cas, c'est mon interprétation. J'ai l'impression que Garneret a voulu représenter une scène vraiment caractéristique dont parle Melville dans Moby Dick. C'est ce qu'on appelait le gamme ou le gammage, qui était une rencontre rituelle en mer entre les équipages baleiniers qui avaient pour coutume, lorsqu'ils se rencontraient sur les parages de pêche, de s'arrêter pour échanger des informations, mais aussi des lettres. Parfois, certains bateaux étaient partis depuis 2 ans et pouvaient être curieux des nouvelles qui pourraient leur parvenir par un autre bateau qu'ils croiseraient. Et aussi donc, des informations sur les parages de pêche, où se situaient les baleines, etc. Donc voilà, c'était pour rentrer dans le concret de l'activité baleinière. Merci beaucoup. Et donc les nations baleinières dont vous nous parlez, évidemment, elles sont engagées dans une lutte, une compétition. Il y a une géopolitique. Aujourd'hui, c'est quoi les grandes nations baleinières du monde ? Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué parce qu'en théorie, depuis 1986, la chasse commerciale de la baleine est interdite. Il y a eu un moratoire par les nations membres de la Commission baleinière internationale qui elle-même avait été fondée après la Seconde Guerre mondiale en 1946 par la Convention de Washington. Et donc aujourd'hui, les 3 grandes nations qui continuent de pratiquer cette activité. Malgré tout. Alors, ils rusent un peu, on pourrait y revenir. C'est le Japon, l'Islande et la Norvège. Qui refusent, en fait, de reconnaître les traités internationaux sur la pêche de la baleine. Qui les ont théoriquement ratifiés, mais qui les contournent. Alors il y a 2 manières il y a 2 exceptions en fait à ce moratoire sur l'interdiction de la chasse commerciale à la baleine. La première exception, c'est la chasse scientifique.
on a le droit, les nations ont le droit de prélever un certain nombre de spécimens de cétacés à des fins scientifiques. Et donc ça, le Japon joue de cette tolérance pour donner des permis de pêche scientifique à certains navires baleiniers. Et l'autre exception, et c'est un peu le combat du Japon et de la Norvège, pour ce que j'en connais, c'est le fait que le moratoire prévoyait une exception pour la chasse de subsistance, c'est-à-dire les peuples autochtones notamment qui de longue date avaient chassé les cétacés pour les manger, dans le cadre d'une économie de subsistance qui prélevait peu d'individus, donc une chasse relativement durable par rapport à celle des Occidentaux. Et donc le grand combat du Japon, c'est de faire reconnaître que la baleine, elle a une place culturelle très particulière, elle a une place très particulière dans la culture japonaise, et que depuis des millénaires, elle aurait été consommée, on aurait mangé de la viande de baleine depuis très longtemps. Et voilà pourquoi, effectivement, l'histoire culturelle ne peut pas être détachée de cette histoire économique, politique, sociale et environnementale, parce que c'est bien au nom de valeurs et d'arguments culturels que les Japonais, notamment, mais pas seulement eux, Norvégiens également, défendent cette pêche. Oui, mais en sachant que c'est une tradition inventée, en fait. Voilà. C'est que selon l'expression de l'historien Hobsbawm, c'est l'idée qu'on peut inventer des traditions comme Noël ou la fête des mères. Il y a une historienne qui s'appelle Jacobina Arch, une historienne américaine qui a travaillé sur la chasse à la baleine au Japon et qui a montré que la chasse organisée commerciale de la baleine, elle apparaît à un moment très précis, non pas il y a des millénaires, mais au début du XVIe siècle, au début de l'ère Tokugawa, un moment où le Japon se pacifie, se centralise, mais aussi se ferme au reste du monde pour lutter contre les influences occidentales. Et dans ce Japon qui vit en semi-autarcie pendant 2 siècles et demi, pour répondre aux besoins en ressources qu'il faut bien trouver, se met à chasser la baleine. Et donc on la mange effectivement, mais seulement depuis 4 siècles et non pas depuis des millénaires. Et puis on la mangeait dans des conditions très particulières, oui. C'était un mets de choix, etc. Restons sur l'imaginaire. On avait une 4e image qui nous avait été donnée par Mélisse de Kerangal. Non, mais ne regardez pas, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle aurait voulu en dire, Cécile. Mais je l'expose quand même. En revanche, comme vous avez, et je tiens encore à le dire, au pied levé, et avec une grande générosité, accepté de nous faire part de votre science de la littérature, vous vous êtes demandé hier, parce qu'apparemment vous vous interrogez tous sur mes intentions, mais pourquoi il fait ça, pourquoi il m'a demandé la baleine, ça me touche beaucoup. Et vous dites, mais pourquoi Mélisse de Kerangal ? Oui, il fallait commencer quelque part. Bonjour à tous. C'est l'avantage des missions impossibles, c'est que le contrat est clair dès le départ, c'est impossible, donc il n'y a pas d'enjeu, tout va bien se passer. Pourquoi diable ont-ils invité Mélisse ? Donc j'ai cherché et en fait il y a dans un des derniers ouvrages de Mélisse, paru je crois en 2018, Un monde à portée de main, et j'imagine que c'est peut-être ça qui vous a donné l'idée, une scène magnifique de nage avec une baleine. Voilà, donc on va partir peut-être de là. Alors, je découvre l'image avec vous, et le rapport n'est pas évident. Je me disais que peut-être elle aurait choisi une image contemporaine, puisque c'est le cadre dans lequel elle en parle dans son livre. Non, je vois qu'elle renvoie à Nantucket, mais elle avait prévu aussi, je crois, de parler de Moby Dick. De Moby Dick, non, voilà, mais donc c'était certainement... Dites-nous ce que vous voulez dire. Pardon ? Non, mais... Moby Dick, effectivement, donc le rôle qu'on m'a donné, c'est de représenter le point de vue littéraire. Effectivement, la baleine est un animal éminemment littéraire. On peut remonter à l'Antiquité, et ça, je laisserai certainement notre maître à tous en traiter. Pour moi, me concentrer sur ce que j'ai mieux connu à travers mon activité professionnelle. Effectivement, la baleine joue un rôle très important dans la littérature viking et Moyen-Âge scandinave. Et puis moi qui suis angliciste, effectivement, Moby Dick est une baleine au milieu de la pièce qu'on ne peut pas contourner. Donc je pense qu'on y reviendra. Mais on s'est dit ensemble que c'était bien de commencer
avec Mélisse, qu'elle soit un petit peu avec nous. Et donc on commence par la fin de l'histoire de la baleine en littérature, avec ce livre très contemporain. Donc c'est un passage qui se situe dans le dernier chapitre de son livre, qui s'appelle « Dans le rayonnement fossile ». Donc Mélisse aime beaucoup, vous le savez, explorer différents milieux professionnels, et ce roman se déroule dans le milieu des étudiants en peinture en trompe-l'œil. La principale protagoniste s'appelle Paula. Son amie Kate a arrêté ses études, elle est partie voyager parce qu'elle était insatisfaite de ce rapport fictif à la réalité. Voilà, elle voulait chercher la réalité, le trompe-l'œil ne lui convenait plus. Donc on suit davantage Paula, qui va être amenée à travailler sur le facsimilé des grottes de Lascaux. Donc une sorte de chapelle Sixtine de la préhistoire. Et c'est à ce moment-là, donc au dernier chapitre, que Kate reprend contact avec elle et lui envoie une petite vidéo. Alors, c'est ça, 45 ans. Kate était partie nager avec les baleines à La Réunion. Elle levait le pouce devant l'objectif en articulant « Let's go to the real world » et respirait exagérément en gonflant le thorax et les épaules, assise sur le bordé de l'embarcation, puis se laissait glisser dans l'eau en tenant son masque à 2 mains, suivi des autres passagers, chaque saut créant des points de perforation entre le ciel et la mer, des cratères d'écume. La suite du film était sous-marine, abyssale, mythologique. Kate flottait à 10 mètres au-dessus d'une baleine à bosse qui louvoyait lentement dans un volume de cathédrale, s'effaçait dans l'épaisseur bleue, puis ressurgissait plus tard d'une autre direction, ténébreuse et massive. Si colossale, 25 tonnes et 15 mètres de long, un immeuble de 4 étages, qu'elle reconfigurait l'échelle du monde. Kate, désormais dérisoire, à peine une ombre en contre-jour du plafond translucide, à peine une algue. L'animal habitait l'océan dans toutes ses dimensions, allait et venait dans un grand calme, sa présence révélant un monde sans coupure, une continuité fluide où tout coexistait, le royaume du temps. Parfois, la baleine remontait à la surface, et son dos occupait soudain l'intégralité du champ de vision de Kate, qui ne s'affolait pas, observait les consignes, se contentait de remuer les jambes, palmes jointes, dans un devenir sirène. Alors la créature rinçait sa peau au soleil, aspergeait les tubercules poussés sur sa mâchoire, respirait, et dans ce mouvement faisait voir son ventre pâle avant de repasser sous la mer, ce ventre bouleversant. Paula, happée par la vidéo, déglutissait de terreur quand la baleine se précisait de face, et d'ombre spectrale devenait nette en moins d'1 seconde, mortelle. Mais à l'écran, portée dans le Pélagos, Kate continuait de se défaire de son apparence humaine, continuait de cesser d'être Kate afin d'approcher ce grand poisson qui la fascinait. Et quand finalement la baleine se mit à chanter, quand elle fit entendre ce son de basse fréquence capable de parcourir des distances de folie, et peut-être même, avait-on imaginé, de traverser l'océan d'un rivage à l'autre, capable de repérer par écholocation une proie ou un obstacle situé à 1000 lieues, la buée a envahi la vitre du masque et Paula s'est dit que Kate pleurait. Je saute quelques lignes. Oui, le monde s'était redimensionné. Le grand, le petit, l'ordre des proportions, tout était différent. L'œil de la baleine s'était levé vers elle sous le pli de la paupière. Il était remonté contre l'orbite, alors qu'elle passait 5 ou 6 mètres plus bas. Un eye contact qui changeait tout.
Alors on a là une baleine extrêmement différente des baleines que nous allons rencontrer en remontant finalement le cours du temps, puisque c'est une rencontre entre cette femme et cette baleine qui se déroule dans un univers entièrement apaisé, fluide, où on ne sait pas très bien si c'est atemporel ou si on revient vers une préhistoire, en même temps que son amie est dans la préhistoire terrestre, dans la grotte, elle est dans une forme de préhistoire avec cette baleine préhistorique. Je pense que c'est pour ça le choix du mot poisson, c'est qu'elle renvoie justement à des conceptions datées aujourd'hui, mais qui donnent de la profondeur temporelle à cette description. C'est un sanctuaire, c'est un lieu de cathédrale, une cathédrale sous-marine. Cette baleine, c'est un colosse, et en même temps, elle est accessible, elle est à portée de main, comme le montre du titre, et il est possible de communiquer avec elle, il est possible de croiser son regard, il est possible d'entendre son chant. Voilà, et c'est une baleine domestiquée, même à des fins touristiques. Donc, est-ce que c'est le bout de l'histoire? En tout cas, c'est une partie de l'histoire contemporaine de notre rapport à la baleine. Merci beaucoup, Cécile, pour nous avoir fait entendre ce très beau texte et fait comprendre aussi que, justement, on ne s'éloignait pas des enjeux contemporains lorsque on s'approchait justement de l'image littéraire de la baleine, de sa puissance imaginante. On retrouve cette question des ordres de grandeur, du phytoplancton à la cathédrale sous-marine qui va sombrer dans le fond de l'océan et ainsi piéger le carbone. Alors vous voyez, on a vraiment besoin de vous, Michel Pastoureau. On a besoin d'un historien des imaginaires anciens, pour faire la part entre la baleine réelle et la baleine imaginaire. Là, on parle de baleine, de quoi? La baleine bleue, enfin des très grands cétacés. Il y a d'abord toute la gamme, il faut la rappeler, qui est à la fois la gamme aujourd'hui des différents cétacés et aussi des différents dangers qui pèsent sur l'extinction de l'espèce. Toutes ne sont pas en voie d'extinction. Oui, je ne sais pas si il faut faire une frontière aussi imperméable entre la baleine réelle et la baleine fantasmée. Pour l'historien, l'imaginaire, ce n'est pas le contraire de la réalité. C'est une réalité, ça existe, l'imaginaire. Imaginons un ethnologue qui étudie une société très exotique par rapport à l'Europe, et qui étudie la production, les systèmes de parenté, les relations sociales, etc., et qui laisserait de côté les rêves, les superstitions, les représentations, etc. Bref, l'imaginaire de cette société, ce serait extravagant. Il appauvrirait complètement ses enquêtes. Donc nous, historiens des mondes occidentaux, ne faisons pas non plus cette opposition trop forte entre l'imaginaire et la réalité. Et donc les baleines d'autrefois, qui ne ressemblent pas tellement à notre savoir zoologique d'aujourd'hui, elles existent quand même. Elles sont bien réelles dans les documents d'histoire, et prenons-les comme telles. Alors on ne peut pas projeter nos catégories, on ne peut même pas bien distinguer la baleine du cachalot, la baleine du rorqual, la baleine de l'orque. Tout ça, ça relève du monde des grands poissons, parfois des poissons redoutables. On peut souligner d'ailleurs que la baleine, dans les sociétés antiques et médiévales, n'est nullement la reine ou le roi des poissons. Le roi des poissons, c'est le dauphin, toujours. Et c'est pour ça que dans les images, assez fréquemment, jusqu'à la Renaissance au moins, le dauphin a une couronne sur la tête qui souligne son rang royal. Non, la baleine, elle relève du colossal, pas nécessairement du monstrueux. Hein, ce sont deux choses tout à fait différentes. Il y a du monstrueux tout à fait petit dans les sociétés anciennes, mais elle relève de l'énormité, du colossal,
peut observer d'ailleurs que le lexique latin est beaucoup plus performant pour hiérarchiser les degrés de colossal, si je puis dire, alors que dans les langues vernaculaires, on a un vocabulaire assez pauvre. En latin, au moins jusqu'au XVIIe siècle, on peut distinguer pas mal de catégories dans le grand, le très gros, etc. Donc, ces baleines sur lesquelles on a beaucoup de textes et d'images à partir de l'époque carolingienne et jusqu'à l'apparition de l'imprimerie et de la gravure, pose pas mal de problèmes. Par exemple, dans les bestiaires médiévaux, où les situe-t-on par rapport aux autres animaux, combien de pages, de folios, de lignes chaque auteur leur consacre, et on s'aperçoit que pour ce gros animal, on consacre un grand nombre de pages. Ça n'est pas en général la vedette absolue, mais c'est une des vedettes des livres de bêtes. Ça va le rester d'ailleurs dans les livres de zoologie imprimés, jusqu'à des dates avancées, jusqu'à ce qu'au fond, on consacre des livres spécifiques à ces animaux de type baleine ou cachalot, jusqu'à ce que la cétologie devienne une science à part entière. Je crois que la Cépède est le premier au début du XIXe siècle, prolongeant l'histoire naturelle de Buffon, qui consacre un livre entier à la cétologie, mot savant. Baleinologie aurait peut-être été plus pertinent par rapport au savoir ancien, mais comme le concept de mammifères marins avait émergé et de cétacés, ce concept d'ailleurs de mammifères marins, il est chez Linné, donc un peu avant la Cépède, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Linné que Buffon détestait, dont il se moquait. Et dans son système de la nature, Linné nous montre une pensée qui évolue. Dans les premières éditions, il range encore la baleine parmi les poissons. Il avoue d'ailleurs qu'il est un peu gêné quand même. Dans une note, je crois que c'est dans la 9e édition, il dit qu'il range la baleine dans les poissons, mais enfin, qu'il n'est pas tout à fait sûr que ce soit pertinent, parce que la baleine ne pond pas des œufs, elle est vivipare, et puis elle allaite ses petits. Et puis dans la 10e édition du système de la nature, des livres les plus importants dans l'histoire des sciences naturelles, il crée cette catégorie de mammifères marins. La baleine n'est plus un poisson pour l'immense savant suédois. Voilà, donc cette histoire des savoirs, des classifications, est extrêmement intéressante pour l'historien, mais il faut garder à l'esprit que tout est culturel, et bien que sûr, tout évolue, et qu'il n'y a pas de vérité, et ça n'est pas parce que tel ou tel auteur ancien dit des choses qui nous font sourire aujourd'hui qu'il se trompe ou qu'il est un crétin. Donc ne jugerons pas les auteurs du passé, et espérons que les auteurs du futur ne nous jugeront pas trop sévèrement. Alors, ce n'est pas le roi des poissons, mais c'est le poisson des rois, c'est-à-dire qu'on sert de la baleine dans les tablées royales, en Angleterre notamment, au XIVe siècle. Qu'est-ce qu'on sait sur cette consommation un peu ostentatoire, aristocratique, de ce mets délicat? Est-ce que c'est délicat? Vous en avez mangé, vous, déjà? Jamais, non. Ah oui. Je ne tiens pas à en manger. Moi, j'en ai mangé, ça vaut pas le coup. J'ai été piégée dans un traquenard par des amis norvégiens à Oslo. C'était il y a quelques années, et c'est une énigme pour moi. Pourquoi ce peuple norvégien, qui est par ailleurs si respectueux de nombreuses conventions internationales, s'obstine, et donc oui, on m'en a offert un morceau dans une arrière-cuisine, et ça ne vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, d'accord. Mais pourtant, on en mangeait à la table des rois. On en mangeait, et surtout dans les régions côtières, bien sûr, mais on a plus de documents sur la consommation de viande de baleine dans les abbayes. Et c'est un mets réservé à l'abbé,
parce que c'est un mets, comme vous l'avez dit, qui est tout à fait apprécié et qui passe pour savoureux, pardon, et avec un débat à savoir est-ce que c'est maigre ou est-ce que ça n'est pas maigre, est-ce que les jours où on ne doit pas manger de gras, est-ce qu'on peut quand même manger un peu de baleine, quoi. Un peu de baleine, voilà. On a quelques documents pour la fin du Moyen-Âge sur les côtes qui correspondent à la Picardie et à l'Artois aujourd'hui, voire pour des régions plus au nord, Belgique et Pays-Bas. Et on en débat, les avis sont partagés. Ça n'est pas un cas unique pour savoir si c'est maigre ou pas maigre. Pour nous, ça semble extrêmement gras, mais comme ça vit dans l'eau, c'est quand même assez différent des quadrupèdes bovins, ovins, porcins. Donc il y a un joli dossier là. Ouais. Et puis on tire énormément de produits de la baleine. Tout est bon dans la baleine. Tout est bon dans la baleine. C'est exactement comme le cochon. Et il y a la graisse, il y a l'huile, il y a la peau, il y a les boyaux, il y a les viscères, il y a les tendons, il y a les os, il y a les fanons. On fait toutes sortes de petits objets. Donc on récupère absolument tout. Donc une baleine échouée ou qu'on a aidé à échouer parce qu'il y a un type de chasse, surtout en Norvège, à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, qui est assez répandu, qui consiste à forcer l'animal à entrer dans un fjord le plus loin possible jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez d'eau et qu'il s'échoue de lui-même. Et là, bien sûr, on s'en empare et on prend tous les produits que l'on peut prendre, et il y en a énormément. Et d'ailleurs, Cécile Déniard, là, je me tourne vers vous en tant que traductrice de Neil Price, notamment historien des mondes vikings, des sociétés aussi démunies que la société islandaise avant le XIIIe siècle est presque entièrement dépendante pour son alimentation, mais aussi pour son chauffage et pour également l'huile, donc l'éclairage, de l'échouage des baleines. Oula, alors je ne saurais répondre à cette question. Je n'ai pas l'impression qu'il soit économiquement dépendant à ce point, parce que malgré tout, c'est très aléatoire. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, la présence de baleines constante et des échouages réguliers, ça a été un facteur d'attraction très fort. Ça faisait partie de l'argumentaire. Oui. Effectivement, s'il y a des baleines, elles vont s'échouer. Et puis s'il y a des baleines, ça veut dire aussi que les ressources halieutiques sont riches. Parce que là où il y a baleine, il y a poisson, et même on décrit parfois les baleines comme des adjuvants des pêcheurs, comme si la baleine, alors, vérité ou mythe, ça je ne saurais me prononcer, mais pousser les poissons vers les pêcheurs. Enfin, elle est vraiment vécue comme un allié. Après, sur le rythme d'échouage et sur le poids économique que ça pouvait représenter en Islande en particulier, je n'en sais rien. Mais c'est très présent dans les sagas. Absolument. Et puis c'est aussi l'occasion d'une compétition aristocratique. C'est-à-dire que quand il y a une baleine qui s'échoue, alors il y a effectivement il se tape sur le voilà. gueule, Alors, en gros, parce que effectivement, c'est quand même comme vous le disiez, l'Islande est une colonie viking pauvres, donc ce sont des populations norvégiennes essentiellement en masse, qui ont été colonisées à partir de 980. Cette île qui était boisée à l'époque, mais qui a été très vite déboisée à des fins à des constructions, ce qui a contribué d'ailleurs à l'appauvrir. Oui, et alors cette histoire de la colonisation, pour mettre les choses dans l'ordre, cette histoire de la colonisation de l'Islande est racontée, mais alors 2 siècles plus tard, parce qu'au moment de la colonisation, les populations qu'on dira vikings n'ont pas de culture écrite autre que de l'épigraphie sous forme de runes, mais il n'y a pas d'habitude de consigner des chroniques. Donc ça ne sera fait que 2 siècles plus tard, après la christianisation, par notamment quelqu'un d'extrêmement important dans l'histoire de Scandinavie, qui est Snorri Sturluson, qui va consigner l'histoire des rois, qui va consigner les sagas, qui va consigner la poésie, et qui va raconter l'histoire de la colonisation de l'Islande. Donc ces sagas, elles ont
il y a un grand nombre de genres de sagas qui vont grosso modo de la chronique royale jusqu'aux contes de veillée, en passant par les contes fantastiques, ce qu'on appelle les sagas légendaires. Et puis, il y a un corpus très important, qui est ce qu'on appelle les sagas de famille, qui racontent la colonisation de l'Islande. Oui. Alors, c'est là qu'on trouve ces épisodes auxquels vous faites allusion. Par exemple, dans la saga de Grettir, il y a un épisode d'échouage, et la coutume veut que cette ressource donc immense qui s'échoue sur la plage aille à celui dont la maison est le plus proche. Mais évidemment, ça peut donner lieu à débat, d'autant que c'est une période de colonisation intense, rapide, la population change, les implantations changent, donc cette règle n'est pas si facile à faire appliquer, et ces sagas sont le lieu de conflits et de règlements de comptes, parfois sur des générations, extrêmement violents. Alors, je vous lis un extrait donc, de deux phrases de cette saga de Grettir. Donc, une famille a commencé à dépecer la baleine. L'autre clan ou famille élargie arrive. On s'échange des haches. Thorstein dit à Thorfinn, « Tiens, je te rends ta hache. » Et il le frappa au cou, de sorte qu'il le décapita. Là, on retrouve le style typique des sagas, c'est-à-dire une grande brusquerie qui, pour nous, du coup, confine au grand guignol. Peu d'hommes avaient des armes, hormis les tranchoirs et les coutelas avec lesquels ils dépeçaient la baleine. Autant vous dire que ça se termine de manière extrêmement sanglante. Ouais. Alors, oui, pardon. Vous avez fini ? Non, je voulais juste, s'il y a parmi vous des spectateurs de la série Viking qui a eu beaucoup de succès et avec laquelle d'ailleurs les historiens, en tout cas c'est le cas de Neil Price et aussi de Lucie Malbaud, sont peu critiques. Enfin, il ne faut pas la prendre au pied de la lettre, mais cette série a fait un effort pour restituer quelque chose de la vision du monde des Vikings, une certaine réalité culturelle. Et par exemple, dans la saison 6, il y a une scène exactement qui reproduit ce type de pratique. Alors, on se tourne vers vous à présent, Romain Grancher. Évidemment, tout ça, ça doit vous paraître sympathique et barbare. Et vous êtes historien de l'industrialisation de cette pêche. Et au fond, à partir du moment où vous l'étudiez, au XVIIe siècle, disons, très vite arrive la question de la surexploitation, de la surpêche et donc de l'enjeu environnemental. Comment vous pourriez effectivement brosser le tableau de de la pêche à la baleine, au fond, à l'époque moderne? Oui, je vais y revenir, mais est-ce que je peux... mais vous pouvez tout faire. Juste la cause du cachalot, parce qu'on a dit que tout était bon dans la baleine, mais il y a des choses qui sont encore meilleures dans le cachalot, et là il y a une vraie spécificité. C'est tout d'abord l'ambre gris, qui est une espèce de concrétion qu'on trouve dans l'estomac des cachalots, qui se forme par l'accumulation de résidus non digérés, de becs de sèche, de poulpe, et qui était une matière extrêmement précieuse et luxueuse parce qu'elle servait en parfumerie. Et donc c'était l'une des raisons pour lesquelles, à un moment, on s'est mis à cibler les cachalots en particulier. On trouve également une huile d'extrêmement bonne qualité. Alors il y en a moins que dans une baleine franche, mais l'huile de cachalot a une très bonne réputation, notamment parce qu'elle ne fume pas et qu'elle produit une lumière extrêmement blanche, donc elle était vraiment recherchée pour ça. Et puis la dernière chose qu'on trouve dans le cachalot, c'est ce qu'on appelle le spermaceti, donc le sperme de baleine, même si ça n'a rien à voir avec du sperme, c'est quelque chose qu'on trouve dans le crâne du cachalot, et qui était une sorte de substance blanchâtre et huileuse qui, en refroidissant, prenait la consistance de la cire, et dont on faisait des chandelles notamment, mais dont on se servait aussi comme lubrifiant. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose d'un peu ironique, parce que les baleines ont beaucoup contribué à lubrifier les machines de la révolution industrielle qui participent du monde qui les a exterminées. Donc il y a quelque chose d'un peu tragique là-dedans. Juste pour dire un dernier mot des usages de ces cétacés, et là c'est une spécificité japonaise. Les Japonais aussi utilisaient l'huile de baleine comme insecticide dans les rizières. Et c'est la première mention d'un insecticide employé de manière massive à partir du XVIIe siècle. Tout ça pour dire que
la baleine, c'est un peu le pétrole des sociétés pré-industrielles, parce que donc ça remplace le plastique, les fanons permettent de construire tout un ensemble d'objets, on en fait des lubrifiants, des insecticides qu'on fera plus tard avec des dérivés de pétrole, et puis c'est aussi une source de lumière, un combustible. Et donc tout ça, ça explique effectivement que c'était une espèce qui a attiré la convoitise des pêcheurs, notamment des pêcheurs occidentaux. Et donc j'en viens à cette question de la surexploitation des baleines. Donc c'est l'une des activités extractives marines les plus profitables, mais aussi les plus destructrices à l'échelle de la période pré-industrielle. Et ce qui est frappant, c'est qu'on va retrouver un processus vraiment très similaire à partir de la fin du Moyen-Âge jusqu'à la fin de la chasse commerciale, qui est un processus en 4 étapes. On découvre un nouveau parage de pêche, on le surexploite jusqu'à ce que ça ne soit plus rentable de s'y rendre, parce que la fréquence des rencontres avec les baleines ne justifie plus qu'on aille si loin pour les y chercher. Ce qui veut dire que ça précipite l'effondrement du stock de baleines, notamment en raison de tout un ensemble de pratiques qui étaient particulièrement dommageables. C'est-à-dire que, par exemple, pour les baleines franches, les pêcheurs avaient coutume de cibler les baleineaux, parce qu'ils savaient que la baleine a un amour pour son baleineau très très fort et qu'elle allait donc venir le défendre. Et donc cibler les baleineaux permettait de capturer ensuite la baleine. Mais ça compromettait aussi les chances de renouvellement de cette ressource, qui se renouvelle en plus extrêmement lentement. Enfin, une baleine franche, elle a un petit tous les 3 ou 4 ans, qui va mettre longtemps à devenir une espèce de la taille qu'on peut chasser. Et la fin de ce cycle, c'est, une fois qu'on a surexploité un parage de pêche, c'est le report sur une autre zone. Et ça commence avec la première nation baleinière, les Basques, qui vont décimer intégralement la population de baleines de Biscaye qui vivaient dans le golfe de Gascogne. Il y a des historiens qui ont chiffré cette population à environ 20 000 individus. Et à partir du XVe siècle, il n'y en a plus. Donc c'est là qu'ils commencent à aller vers d'autres parages de pêche. Sur le Labrador, ce qui leur permet de pêcher la morue en même temps, parce que c'est proche du banc de Terre-Neuve. Et puis plus tard, au Spitzberg, à partir du XVIe, XVIIe siècle. Et donc ce processus se répète dans énormément d'endroits. Un exemple qui est très connu, c'est dans les années 1840, les baleiniers américains découvrent qu'il y a des gisements de baleines franches dans le Pacifique, et en 10 ans, tout l'effort de pêche américain, qui était considérable à cette époque, se reporte sur une seule espèce à un seul endroit, et en une dizaine d'années, tout un stock est entièrement décimé. Oui, et il y a un livre de Bathesba Demuth, je crois, qui est la papesse des Whale Studies, qui étudie cette question dans le détroit de Bering, c'est-à-dire d'une certaine manière la pêche à la baleine comme enjeu de la guerre froide, c'est-à-dire que évidemment cette question-là, Romain Granchet, elle se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Hein. Oui, elle se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, les pêcheurs américains qui déciment ces baleines franches du Pacifique se reportent sur la baleine à bosse du détroit de Bering, justement, et là entrent en concurrence avec des populations autochtones qui pêchaient quelques baleines par an. Et le nombre de baleines capturées par les flottes occidentales jusqu'au milieu du XIXe siècle, ça se compte plutôt en milliers. À partir de la fin du XIXe siècle, on va passer à une autre étape, et là on va passer à un autre niveau de prélèvement. Ça va se compter en dizaines de milliers, parce que dans les années 1870, il y a une triple révolution technologique qui va accélérer brutalement l'extermination des baleines. Et c'est là que les Norvégiens entrent dans l'histoire. Donc c'est une combinaison de trois innovations. Tout d'abord, la propulsion à hélice des bateaux, qui va permettre d'aller cibler des espèces que jusqu'à présent on ne chassait pas parce qu'ils étaient trop rapides. Et ça, ce sont les rorquals, le rorqual bleu et le rorqual commun, les deux plus grandes espèces vivantes sur Terre. Donc la propulsion à hélice, le lance-harpon à tête explosive, qui là va permettre enfin, la baleine n'a plus aucune chance. Dans Moby Dick, le cachalot se défend. Quand on commence à aller les attaquer avec des harpons à tête explosive, ça fait plus un pli. La baleine n'a aucune chance. Et la dernière innovation, qui est un peu plus tardive, c'est qu'à partir
le problème du rorqual, on ne le chassait pas parce qu'il est rapide, mais aussi parce qu'il coule. Et les Norvégiens développent une technique qui permet d'insuffler de l'air dans les intestins du rorqual, ce qui lui permet de flotter et donc de ne pas perdre le rorqual, mais de l'exploiter. Et donc ça, c'est vraiment 3 innovations qui se mettent en place à la fin du 19e siècle, qui vont vraiment accélérer l'extermination. Et c'est rendu encore plus massif dans les années 1920, quand on commence à pêcher en flotte avec des navires-usines. On a un navire qui transforme la baleine et d'autres navires qui les chassent et qui viennent les apporter à ce navire. Et quand on parle d'extermination et d'extinction d'espèces, aujourd'hui, quelle est la situation, Romain Granchet? Donc, baleine à bosse considérée comme en danger. Les autres, rorqual bleu. Alors là, c'est là que ça commence à atteindre la limite de mes compétences, parce que je ne suis pas écologue, mais il y a un certain nombre de stocks qui sont à la limite de la disparition. La baleine franche de l'Atlantique, par exemple, il en reste peut-être 300 ou 400 spécimens aujourd'hui. Et il y a énormément de stocks de baleines, comme la baleine d'Australie aussi, qui se comptaient en dizaines de milliers au XIXe siècle et qui sont réduits aujourd'hui à quelques centaines. Même si, et là aussi c'est à prendre avec des pincettes, mais même s'il y a eu des effets de ce moratoire sur l'interdiction de la chasse commerciale qui a permis à certains stocks de se reconstituer depuis les années 80. Michel Pastoureau. Franchement, des harpons, lance-harpons à charge explosive, c'est du brutal. Nous, on nous dit médiéviste quand on travaille, c'est un monde violent. Oui, mais bon, on a rien à voir. On a des sceaux médiévaux de villes du golfe de Gascogne, Biarritz, Fontarabie par exemple, début XIVe siècle, où on voit des scènes de chasse à la baleine et on voit sur l'empreinte de sceau, donc une toute petite image qui sert à valider la teneur des actes, un sceau de cire. On voit un frêle esquif avec 2 ou 3 hommes à bord et un harpon qui ressemble à une sorte de lance avec un bout de ficelle au bout et puis un énorme poisson censé être une baleine. Et c'est avec ça que l'on chasse. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le cachalot est aujourd'hui moins menacé quand même. Le nombre de cachalots subsistants dépasse le million, atteint peut-être 2 millions encore dans les différentes mers du globe. Donc là encore, il faut peut-être distinguer entre telle ou telle baleine où il n'y a plus que 2, 3, 4 000 exemplaires, d'autres 15 000, et puis le cachalot, c'est quand même plus d'1 million. Donc c'est pas la même échelle. Évidemment, les sociétés anciennes ne font pas la différence entre baleine et cachalot. Quelquefois, on remarque que certaines baleines ont des dents et d'autres n'ont pas de dents. Celles qui ont des dents, bien sûr, ce sont des monstres épouvantables et redoutables. Pour l'historien, le plus intéressant peut-être dans la longue durée, c'est ce renversement de valeur. Cet animal qui terrorisait les humains pendant des siècles et des siècles, qui était doté de qualificatifs tous péjoratifs dans les textes qui en parlaient, aujourd'hui est devenu un animal extrêmement sympathique, victime de la méchanceté et de la cupidité des hommes. Et c'est un animal enfantin aussi. Et voilà, c'est un animal vedette du livre pour enfants. Aujourd'hui, il y a 2 animaux vedettes, qui ont à peu près le même statut d'ailleurs, le loup et la baleine. Promenez-vous dans une librairie, regardez le rayon des livres pour enfants, vous verrez que les livres qui parlent des baleines, il y en a énormément. D'autant plus facilement que dessiner une baleine, c'est extrêmement facile parce qu'il n'y a pas vraiment de forme bien définie, donc on fait quelque chose d'assez gros, une vague queue, une grosse tête, et puis ça fait une baleine, et une baleine tout à fait sympathique. Et ce qui me frappe, c'est que le loup, c'est pareil, le loup qui a terrorisé les populations dans les campagnes européennes, non pas à toute époque, mais à certaines époques, avec force, plus à l'époque moderne d'ailleurs qu'à l'époque médiévale, est devenu un animal extrêmement sympathique, lui aussi vedette absolue du livre pour enfants depuis une trentaine d'années. Le renversement commence fin 19e, début 20e siècle, et loup et baleine font le même statut, et pour l'historien, c'est fascinant de comparer la situation d'aujourd'hui
aujourd'hui du point de vue culturel et ce qu'elle était il y a encore 2-3 siècles, et plus encore dans les sociétés anciennes, bien sûr. Mais vous êtes le grand historien de ces retournements symboliques. Vous adorez ça, Michel Pastoureau. Oui, ben c'est ce qui fait l'intérêt de la recherche historique. Quand ça se retourne. Voilà, les périodes immobiles sont aussi intéressantes, mais quand ça change, ça invite à réfléchir. Pourquoi ça change? Comment ça change? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est définitif? Ça n'est jamais définitif, bien sûr. Et les systèmes de valeurs, c'est ce qui rend difficile l'étude du passé, parce que les systèmes de valeurs du passé, les modes de sensibilité ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et le passé, c'est pas un tout unique, hein, ça change au fil de l'histoire. Donc le discours sur la baleine, il n'est pas le même chez Pline, chez tel ou tel auteur du Moyen-Âge, et puis au XVIIe et au XIXe siècle, il y a quand même pas mal de nuances. Mais surtout, il est totalement différent aujourd'hui, où la baleine, c'est l'animal vedette pour sauver la planète. Hein. Sauver les baleines, c'est sauver la planète. Romain Granger. Oui, je voulais réagir sur cette question des changements de représentation, parce que j'ai l'impression que ça se produit vraiment au XXe siècle, ce changement de représentation, où, notamment après la Seconde Guerre mondiale, c'est une nouvelle image des cétacés. On a Flipper le dauphin, c'est le temps de Cousteau et de la vulgarisation de l'océanographie, des ONG environnementales. Et moi, j'avais une question pour Michel Pastoureau, parce que sur la question du dauphin, je me demande si c'est pas passé quelque chose entre-temps. Parce que vous avez parlé tout à l'heure du dauphin comme le roi des poissons, mais moi, dans les sources, le dauphin, c'est vraiment l'ennemi du pêcheur, et jusqu'au milieu du XXe siècle, le dauphin, c'est un nuisible parce qu'il détruit certains filets, et puis aussi parce qu'il fait concurrence aux pêcheurs qui mangent des poissons. Et les autorités maritimes encouragent et participent à des campagnes d'extermination. On va tirer sur les dauphins et sur les marsouins également, pour les empêcher, parce qu'on les considère comme des nuisibles. Donc là, entre-temps, il semblerait qu'il y ait eu un... Oui, enfin, ça dépend de quel type de document on se sert, mais c'est intéressant parce que dans la plupart des textes que je connais, le dauphin, c'est le grand ami de l'homme, c'est ce que dit déjà Pline dans son Histoire naturelle, ça traverse tous les bestiaires médiévaux, jamais on ne le présente comme un concurrent ou un adversaire de l'être humain, et il faut vraiment attendre des périodes où le profit, le commerce, la cupidité, pour prendre un terme très très fort, fait que les animaux qui poursuivent les mêmes proies que les humains sont pensés comme des rivaux. Jamais on pense à ça dans les sociétés anciennes. Il y a assez pour partager entre humains et animaux de proies. Et donc il faut vraiment attendre l'époque moderne, voire l'époque contemporaine. Et donc merci de cette information. Moi, il m'avait échappé que le dauphin pouvait être pris en mauvaise part, voire en très mauvaise part. Cécile Dédiard. Pour ce qui concerne le renversement de perception et le signe positif mis sur la baleine, je voudrais dénoncer Walt Disney. Parce qu'en préparant cette table ronde, donc je suis revenue, bien sûr, dans les histoires célèbres de baleines. Il y a Pinocchio, écrite par Collodi en 1883, adaptée par Walt Disney. Et alors, chez Collodi, cette baleine qui n'est... Alors, qu'est-ce que c'est que cet animal? On ne sait pas. Parce qu'en fait, c'est « il terribile pesce cane », avec mon faux accent italien. Donc, c'est un terrible chien-poisson, avec 3 rangées de dents. Donc... Et c'est l'Attila des poissons et des pêcheurs. Il doit vraiment être très, très terrible. Et dans le film de Walt Disney, tout est un peu féminisé. Alors, il a quand même des... C'est un cachalot, il a des dents. Enfin, il est quand même pas très, très terrible. Il est finalement assez accueillant, on y vit assez bien. Et quand on ressort, on est un petit garçon. Donc finalement c'est bien. Et aujourd'hui, dans les parcs d'attractions, on peut très facilement, notamment si vous allez à l'Aqua Boulevard, on vous propose très volontiers de passer à travers des baleines et même des requins. Michel Pastoureau, l'heure tourne, on a presque terminé, mais on ne peut pas se quitter sans évoquer justement, je ne sais pas si la Bible est un livre pour enfants, mais enfin quand même, Jonas
La baleine, là, on a tout déjà, c'est-à-dire cette ambivalence, parce que malgré tout, là aussi, la baleine est un refuge. Oui, le livre de Jonas, c'est un conte merveilleux. Dans l'Ancien Testament, c'est presque un livre à part, très court d'ailleurs. Jonas est un prophète. Dieu lui a donné pour mission d'aller prévenir les Ninivites qu'ils seraient sévèrement punis s'ils ne réformaient pas leur comportement et leurs mœurs. Cette mission embête beaucoup Jonas. Il sait qu'il va être mal reçu à Ninive, qui est Mossoul actuellement. Et donc, pour échapper à la colère de Dieu, s'il désobéit, il quitte Israël, il embarque sur un bateau, mais les marins s'aperçoivent que les catastrophes qui arrivent sur ce bateau sont dues à l'un des passagers. C'est Jonas, il le jette à l'eau. Jonas est englouti par... Alors le texte biblique, c'est toujours très très difficile de traduire les noms d'animaux et de plantes et de couleurs dans les textes bibliques, puisqu'on a les versions en araméen, en hébreu, en grec, en latin, puis dans les langues vernaculaires, et ça change beaucoup, et des noms d'espèces apparaissent là où simplement l'araméen ou l'hébreu disait un énorme animal, un animal redoutable, mais il n'y a pas de nom d'espèce, et puis le grec en ajoute un peu, le latin encore un peu plus, et les langues vernaculaires modernes encore un peu plus, ce qui fait que, ce que je conseille toujours à mes étudiants, mais c'est difficile quand on travaille sur les textes bibliques, de ne jamais partir des Bibles modernes, qui sont très très éloignées parfois des textes anciens, donc bien savoir à quel état du texte on a affaire. En tout cas, à partir même avant Jérôme, à partir des premières traductions latines, on a le mot balena ou le mot kétus qui reviennent. Donc cet énorme poisson, c'est une baleine au sens médiéval. Et alors Jonas reste 3 jours dans le ventre de la baleine, nombre symbolique bien sûr, qui fait écho au Christ qui est resté dans son tombeau 3 jours, ou qui est descendu aux enfers 3 jours. Et puis finalement Dieu a pitié de lui, il ordonne à l'énorme poisson de recracher Jonas, qui ressort vivant sur une plage et qui, pour se faire pardonner, va accomplir sa mission chez les Ninivites. Et une fois arrivés, il raconte qu'ils vont être très très sévèrement punis, mais ça ne se produit pas parce qu'entre-temps, Dieu a pardonné aux Ninivites. Donc Jonas est absolument furieux de nouveau contre son Dieu, et il va bouder à l'ombre d'un arbre que les traductions modernes appellent un ricin. Et comme il est chauve, comme tous les prophètes bibliques, Dieu veut le punir de cette espèce de bouderie. Alors il fait tomber les branches et les feuilles de l'arbre, et Jonas est brûlé par le soleil. Bref, un conte merveilleux, rempli de symboles. Et Jonas est un personnage extrêmement attachant pour un lecteur moderne parce qu'il est très très humain. Il est coléreux, il est lâche, il est boudeur, il se dresse contre Dieu, mais il n'ose pas trop quand même. Enfin bref, c'est le drame. Oui, c'est le drame de la prophétie réalisatrice en fait, parce que c'est ça. C'est exactement cela. Et donc cet animal que l'on considère comme un gros poisson ou comme une baleine entretient bien sûr des liens étroits avec l'engloutissement et avec la résurrection, avec le gouffre infernal, avec le gigantesque, avec l'intérieur d'une cavité dans laquelle on peut, comme Pinocchio d'ailleurs, on peut vivre, on peut survivre, et puis dont on ressort. Et ressortir, c'est une espèce de nouvelle naissance, naturellement. En un mot, Cécile Desnières et Romain Grancher, puisque je voudrais que la salle puisse s'exprimer, en un mot, voilà, de Jonas à Moby Dick, on a bien fait, d'une certaine manière, on a bien bouclé, puisque pour Melville, évidemment que la baleine ou le cachalot qui est chassé, c'est aussi cet animal biblique, c'est aussi cet animal, j'allais dire au fond, apocalyptique. Oui, il y a tout un arrière-plan spirituel. Alors, Moby Dick, en un mot, Moby Dick, ça fait partie de ce qu'on appelle les grands romans américains.
Moby Dick est écrit publié par Herman Melville en 1951. C'est le moment où se cristallise la naissance d'une littérature proprement américaine, avec Hawthorne, avec Thoreau, avec Emerson. Il écrit alors qu'il a lui-même une expérience sur les bateaux, donc c'est un livre extrêmement documenté. Et c'est donc une chasse à une baleine qui en devient mythique à force d'être présentée sous un jour négatif, poursuivi donc par le capitaine Ahab qui a perdu, à qui ce cachalot donc a arraché la jambe. Alors c'est bien un cachalot, c'est un il. La traduction qui a longtemps prévalu en France, une traduction des années 40, notamment par Jean Giono, s'intitulait Moby Dick ou la baleine blanche. Donc sa véritable identité et son sexe, je pense que ça n'est pas neutre en fait. Moby Dick est un il en anglais. Lui a été rendu notamment par une traduction de 2006 par Philippe Jaworski dans une édition extrêmement augmentée par Gallimard avec toute une iconographie. 40 auteurs qui parlent de Moby Dick, du poids de Moby Dick dans l'histoire littéraire, alors que ça n'était pas écrit d'avance, puisque ce livre a été très mal reçu au moment où il a été publié, et c'est finalement 70 ans plus tard, dans les années 20, qu'on le redécouvre, qui prend sa place. D'ailleurs, la première traduction date des années 20 en France aussi. Donc voilà, Moby Dick, en un mot, c'est pas possible. Dire simplement que c'est avec toute la documentation qu'il avait, son narrateur le présente quand même comme un poisson. Il y a tout un chapitre qui parle des cétacés, mais qui se termine par « Et puis il y a aussi tout un ramassis de baleines mal définies, éphémères, à demi fabuleuses, dont la baleine pudding et la baleine palourde. » Donc jusqu'au bout, en tout cas, on reste avec cette image d'un animal fabuleux, en tout cas jusqu'à Moby Dick. Oui, et Philippe Jaworski a aussi retraduit Le vieil homme et la mer d'Hemingway, où là, on redécouvre aussi des histoires de pêche, de danger et de courage. Et on redécouvre d'ailleurs ce texte qu'on pensait connaître et qu'on ne connaît pas, évidemment, pour vous, Romain Granchet. Là, on est en 1851. Impossible d'échapper à Moby Dick quand on s'intéresse, comme vous, dans ces années-là, à la pêche à la baleine. Oui. Moi, je l'ai relu cet été grâce à vous. Et j'avais raté cette dimension presque comique qu'il y a dans Moby Dick, notamment sa manière effectivement d'écarter tous les naturalistes et d'en revenir à sa définition de la baleine, qui est un poisson qui souffle et qui a la queue à l'horizontale. Parce que c'est comme ça dans Jonas. C'est la référence biblique. Et après, c'est effectivement un texte extrêmement intéressant pour un historien, parce qu'il est extrêmement documenté, c'est presque une source. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est le contraste entre la manière dont Melville s'est documenté et l'aveuglement dont il fait preuve par rapport à la question de l'extermination et de la disparition de la ressource. Parce qu'à cette époque, il y avait déjà tout un ensemble d'alarmes qui auraient pu lui permettre d'avoir une autre position. Or, il y a tout un chapitre consacré à cette question, et pour lui, cette controverse n'a pas lieu d'être. Les baleines ne disparaissent pas sous l'effet de la chasse, mais elles se sont réfugiées dans l'Antarctique. Michel Pastoureau, je suis désolé, je ne peux pas les arrêter sur la baleine. Ils sont inarrêtables. Michel Pastoureau, un dernier mot peut-être sur Moby Dick. Juste simplement, je crois me souvenir qu'il y a une édition anglaise qui précède l'édition américaine en 1851 de quelques mois, et que le premier titre de Moby Dick, c'était La baleine, The Whale. The Whale. Hein, oui. Oui. Et quand on lit le texte, en effet, on hésite entre la catégorie zoologique à laquelle appartient cet énorme animal, mais au fond, ça n'a pas grande importance. Ce qui est récurrent, c'est qu'il est blanc, il est même très blanc. Ça intrigue le lecteur. Et le plus frappant, c'est quand même que tout le monde est négatif dans ce roman, à part le narrateur. Tout le monde est négatif et tout le monde sera puni. Ça finit très mal. Mais il y a quand même une importance au fait que ce soit un cachalot, parce que le cachalot se défend face aux chasseurs. Il a des dents. Bon, ça va vraiment se finir très mal, vous êtes sûr? Non, je crois pas. Ça va se finir par quelques questions. Tout l'équipage périt. D'accord. Oui, ça je sais. Et le capitaine Ahab entraîne dans la mort tous ses hommes. Je sais. Ouais, ok, très bien. Mais ici, ça va pas se passer comme ça, s'il vous plaît. On va se passer le micro. Je vois rien, mais je vous fais confiance.
Un micro circule si vous avez des questions à poser à nos intervenants. Il nous reste 10 petites minutes. Oui, bonjour, merci beaucoup. Vous n'avez pas parlé des baleiniers, des chasseurs à la baleine aux Açores, portugais. Pas du tout. Alors que c'était une activité très importante à l'époque. C'est vrai ça, hein Romain, vrai, ça, vous n'avez pas honte? J'ai un petit peu honte. Je dois vous avouer que je maîtrise mal le sujet. La seule curiosité qui me vient à l'esprit par rapport aux Açores, c'est qu'ils ont continué très longtemps la chasse au harpon. Notamment parce que la tradition baleinière s'est installée aux Açores, parce que les équipages américains allaient chercher des natifs des Açores pour compléter leurs équipages. Et donc il y a une tradition de chasse à la baleine qui s'est maintenue, mais non industrielle au harpon. Et alors, je ne sais pas jusqu'à quand, mais il y a effectivement une spécificité des Açores du point de vue de la chasse à la baleine. Merci beaucoup, madame. Il faut que vous attendiez le micro. Les îles Féroé. Et le fait qu'il tuait 2000 ou 3000 cétacés dans la même journée, c'est une grande fête. Alors, est-ce que Romain Granchet peut m'aider à accepter ce genre de situation ou pas? Donc, si j'ai bien entendu, 2000 à 3000 cétacés par jour, vous avez dit? C'est un week-end de fête. Dans un week-end de fête aux îles Féroé. Vous êtes au courant de ça? Oui. Un week-end un peu arrosé aux îles Féroé qui a mal tourné. À ma connaissance, c'est quelque chose d'extrêmement controversé parce qu'il s'agit de se prononcer. Hein. Oui, je sais bien, oui. C'est quelque chose de très controversé parce qu'eux, ils le présentent effectivement comme une tradition de chasse d'échouage que j'ai décrit au début. Et effectivement, ça entre en contradiction avec une sensibilité écologiste et pour la cause animale. Et c'est effectivement une pratique très controversée, oui. Après, je n'ai pas beaucoup plus d'éléments à vous apporter. L'avantage, plus sérieusement, effectivement, sur l'histoire de cette conscience écologique ou environnementale qui fait, vous l'avez dit, de la baleine, d'une certaine manière, l'emblème de notre mauvaise conscience, c'est que les méchants de l'affaire, ce sont les Norvégiens, les Japonais, les îles Féroé. Bon, donc, d'une certaine manière, ça nous arrange bien aussi en tant qu'Occidentaux. Oui, mais je reviens. Ouais. Les Norvégiens, curieusement, semblent assez, de mon avis, sur le manque d'intérêt de la viande, ou en tout cas, ils se sentent coupables, parce que seulement, d'après ce que j'ai lu, 2 à 3% des Norvégiens mangent de la viande de baleine, à telle enseigne qu'ils en exportent plutôt vers le Japon, qui ne le consomme. Donc, en tout cas, c'est pas la motivation première, la viande. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Oui, ici, pardon. Oui. Moi, je vous remercie pour votre table ronde. Je suis là dans le coin. D'accord. Ah oui. Voilà. Ah oui. Voilà. Je voulais dire qu'il y a un cachalot, enfin des cachalots même, je crois, mais un au moins gravé dans le tumulus de Locmariaquer. Et je voulais savoir si on en sait plus sur le rapport entre les hommes de la préhistoire et les cétacés. Je pense, voilà. Michel Pastoureau. Oui, depuis une vingtaine d'années, on trouve différents documents, non pas de la préhistoire, mais du néolithique, qui nous montrent qu'ici ou là, il y aurait peut-être eu des pratiques qu'on peut appeler chasse à la baleine, ou en tout cas une connaissance ou un contact avec ces animaux que nous appelons cétacés. Et puis, on a trouvé également des objets en os ou en dents de cétacés dans différents endroits du globe pour des dates dans des contextes archéologiques qui permettent de situer vers 7000, 8000, 9000 avant le temps présent, comme disent les préhistoriens. Donc, plutôt néolithique. Hein. Pardon ? Plutôt néolithique, toujours. Néolithique, oui. Quand les préhistoriens ou les spécialistes du néolithique disent avant le temps présent, c'est pas du tout 2022, c'est 1950. Le temps présent, c'est 1950.
Donc, plus la recherche avance, plus on fait de découvertes, plus en effet on constate qu'il y a des contacts quand même et des curiosités pour les cétacés, des contacts entre les humains et les cétacés. Alors, il y a quelques semaines, on a entendu parler d'un feuilleton de sauvetage de belugas, ou même plusieurs, et avec le combat de l'association Sea Shepherd pour essayer de les remettre en mer. Qu'en est-il du stock de belugas dans le monde ? Vous avez une idée? Vous avez fait l'inventaire du stock, Michel? Aucune idée. Non? Est-ce que quelqu'un sait? Ce sont des très bonnes questions, hein, exigeantes, mais qui, à un moment donné, voilà. Mais dans le même temps, il y avait dans le port d'Oslo un phoque qui est devenu aussi célèbre que nos belugas et qui a dû être euthanasié aussi, et qui a remis encore sur le dessus de la pile cette question du traitement de ces mammifères marins. Mais en tout cas, ça en dit long sur la transformation de nos rapports aux cétacés, parce qu'il y a encore un siècle ou deux, quand un cétacé s'échouait, c'était une opportunité, et on ne le sauvait pas, on l'achevait. Enfin, oui, j'ai une question. Pardon. Oui. Je suis là. Ah non. Ah pardon, excusez-moi. D'accord, ok, très bien, très bien. Oui, ok, vu. Oui, donc moi par rapport à cette question de Moby Dick, donc moi j'ai lu, non pas récemment Moby Dick, mais le livre de Nathalie Alfibrick qui fait la synthèse en fait du naufrage de l'Essex qui a inspiré Melville. Et en fait, dedans, j'ai cru comprendre, j'ai pas poussé la thèse plus loin, mais que vous parliez tout à l'heure, Romain Granchet, que le cachalot se défend. Donc, est-ce que c'est le cas, en fait, en général, dans la pêche à la baleine, où, en fait, donc l'auteur parlait d'une espèce de changement de paradigme, en fait, dans ces années 1820, où les cétacés sont de plus en plus chassés et que, du coup, réagissent. Parce que est-ce que c'est simple outre la masse gigantesque de l'animal, est-ce que c'est simple de chasser la baleine qui se défend ou qui ne se défend pas? Je pense par exemple à la rétine de Steller qui a été exterminée au XVIIIe siècle et donc en fait qui opposait aucune défense en fait à ses agresseurs, et c'est pour ça qu'elle a été, que l'espèce était éteinte. Oui, il y avait une distinction qui était faite entre effectivement les baleines franches, qui étaient dites franches parce que c'était des bonnes baleines qui étaient plutôt dociles et qui ne coulaient pas, donc qui étaient faciles à pêcher, et le cachalot qui se défendait pas systématiquement, mais qui est une espèce beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus agressive, plus rapide. Et donc il y a quelques cas effectivement de cachalots qui ont littéralement eu ont contre-attaqué en quelque sorte. Après, je ne sais pas dans quelle mesure c'était une pratique généralisée de la part des cachalots. Et il y a des travaux à la charnière de l'histoire et de l'éthologie qui ont essayé de s'interroger là-dessus, sur dans quelle mesure les cétacés apprennent du fait d'être chassés et vont adapter leur stratégie face à la présence du prédateur humain. Et alors là, c'est vraiment de mémoire, hein, mais des travaux où quand les Américains arrivent dans le Pacifique, la première année est un carnage pour je ne sais plus quelle espèce de cétacé, parce que leur réflexe premier est de se masser ensemble pour se défendre. Ce qui permet aux chasseurs en fait, de les exterminer, parce que tous les cétacés affluent vers eux. Et apparemment, en étudiant des statistiques de prise, alors donc c'est quand même assez compliqué à établir, et ça, les cachalots, les cétacés en question auraient cessé de cette stratégie de défense pour une autre, parce qu'ils s'étaient rendus compte que ça les rendait vulnérables. Occasion peut-être pour nous de dire que, d'ailleurs, de rappeler le grand livre fondateur de Robert Delors, les animaux aussi ont leur histoire, mais d'une certaine manière, c'était pas tout à fait la leur, c'était celle de nous, en tant qu'on les chassait, qu'on les observait, et aujourd'hui, évidemment, historiographiquement, on tente de retourner la perspective, d'adopter le point de vue animal, et il y a effectivement des travaux qui tentent de saisir depuis effectivement la baleine, le cachalot, l'espèce pêchée, comment effectivement elle peut apprendre de ses prédateurs. Oui, Michel Pastoureau.
d'un mot, parce qu'on va bientôt devoir... Oui, mais ça peut être un mot de conclusion. Souligner que il y a 50 ans, 60 ans, enfin, quand moi j'étais étudiant, on ne parlait jamais de l'animal à l'université en histoire. L'animal, c'était pour la petite histoire, voire la toute petite histoire. Moi, j'ai consacré ma thèse au bestiaire médiéval. Ça semblait ridicule. J'ai eu beaucoup de mal à poser mon sujet, même à l'école des Chartes. Et pendant quelques années, c'était d'une futilité totale de travailler sur les animaux. Ce n'est absolument plus le cas aujourd'hui. Il y a eu un renversement total. Aujourd'hui, l'animal est une des vedettes, non seulement de l'histoire, mais des sciences humaines en général, alors qu'autrefois, il était limité à la zoologie, en liaison, bien sûr, avec les interrogations de la société sur le droit des animaux, la souffrance animale, tout ce que vous connaissez. Ça montre bien, d'ailleurs, le lien qu'il y a entre la recherche historique et les problèmes de société. Et je crois que ça n'est pas fini, ça va continuer. Et je ne peux que m'en réjouir, pour ma part. Eh bien, on l'a bien compris en vous attendant. Oui, un dernier mot peut-être, Cécile Danière, mais oui, pardon, je voulais juste rebondir pour avoir encore 30 secondes sur Moby Dick. Et puis, ce sera mon mot de conclusion. Comme vous disiez, ce drame du naufrage de l'Essex, on sait que ça fait partie des sources de Melville, puisque ça a beaucoup marqué les esprits à l'époque. Ça se passait donc dans le Pacifique. Seuls 8 membres d'équipage sur 21 sont revenus. Il y a eu des cas de cannibalisme, donc ça fait toujours beaucoup parler dans les chaumières. Et ce qui est vrai aussi, c'est que les individus baleines, cachalots repérés comme étant particulièrement dangereux portaient des noms, et que le nom de Moby Dick s'inspire du nom d'un autre dont le nom m'échappe à l'instant, Machadik. Voilà, donc il y avait des individualités repérées comme étant particulièrement dangereuses à l'époque. Eh bien, c'est pour ça qu'on a essayé effectivement de brosser ces histoires au pluriel de la baleine. Merci à toutes et à tous. Merci à nos intervenantes et intervenants. Bonne soirée. À très bientôt, j'espère.